Aussi, en 2017, vous souteniez le mouvement guyanais, c'est-à-dire les barrages, les blocus qu'il y avait en 2017. Pensez-vous que cela a été bénéfique pour le territoire guyanais et pour l'intégrité des Guyanais en tant que Français? Et en dernier, si vous êtes élu président, quelle solution apporteriez-vous au retard de développement des territoires des Outre-mer? On en prend, comment je peux faire? C'est des questions, chacune, ça fait un meeting. Oui, c'est vrai. Non, mais elles sont... Alors, j'en prends d'autres peut-être, non? Une, qu'est-ce qui vous paraît bien? C'est vous, hein, les profs, qui savez. Attendez, je m'approche de vous, parce que sinon... Qu'est-ce que vous allez faire pour faire reculer l'insécurité en Guyane? Et aussi, qu'est-ce que vous allez faire pour l'éducation dans l'Ouest guyanais? Parce que dans notre lycée, on devrait être 900 et actuellement on est 1500. C'est pas normal. Quelques-unes encore ou ça va comme ça? Oui. Bonjour, je m'appelle Lola Jean. Lola. Vous appelez comment? Lola Jean. Une de mes camarades qui s'appelle Zoé, qui est absente, a posé une question et je me posais la même. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui vous a engagé à travailler dans la politique? Est-ce que vous aviez eu une envie dès l'enfance ou juste un don, je sais pas. Bon, je vais faire quelques réponses. J'en prends deux pour commencer qui me concernent plus personnellement. Celle sur les origines qui vient de m'être posée à l'instant de mon engagement politique par Lola, et puis celle de Faïda sur la relation entre mes origines. Je suis né dans le Maghreb, je suis né à Tanger, dans le royaume du Maroc, et le rapport que ça a avec ma manière de faire de la politique, si j'ai bien compris. Alors il est certain que, bon, compte tenu de mon âge, je suis un des plus âgés, et certainement le plus âgé des candidats. J'ai donc eu une longue vie politique, parce qu'il se trouve que lorsque j'étais enfant, le royaume du Maroc est devenu indépendant, la France y exerçait une autorité de protectorat, et ensuite l'Algérie est devenue indépendante, d'où se trouvait toute ma famille, et où sont encore les tombes de ma famille. Dès lors, en effet, ma jeunesse, mon enfance, a été remplie de politique. Tout le monde parlait de politique. Pas d'une manière très raisonnable, je m'empresse de vous le dire, parce que c'était plutôt dans les passions, qui souvent se déchaînent lorsqu'il y a des questions aussi brûlantes que celle de l'indépendance, qui est souvent une affaire de séparation. Mais c'est une séparation qui est douloureuse parce qu'il y a des dominants et des dominés, que ceux qui ont été longtemps humiliés et dominés se battent pour leur libération. Il faut bien se souvenir que dans les deux cas, c'est le résultat d'une victoire de la mobilisation populaire et pas un acte de bienveillance du dominateur. Aucune indépendance n'a été offerte au peuple du Maroc ou au peuple de l'Algérie. Alors ça vous explique l'environnement qui m'a appris, en tout cas qui m'a donné des raisons de réfléchir à quelques questions politiques. Jeune, et ensuite donc à me trouver, lorsque ça s'est trouvé que c'était les circonstances, moi-même à devenir un protagoniste, quelqu'un qui a des choses à dire, qui parle pour les autres, qui... je ne sais pas vous dire comment ces choses-là commencent, mais un jour, sans que vous sachiez pourquoi, vous êtes au milieu de vos camarades, on va râler auprès du prof ou auprès du proviseur, et puis on ne sait pas comment, 1, 2, 3 petits 4, 5 coups d'épaule, c'est vous qui vous retrouvez devant, et puis on dit, bah vas-y, puisque c'est toi qui as la langue bien pendue. Alors il y en a quelques-uns parmi vous qui sont dans ce cas-là, hein, la langue bien pendue, et on commence comme ça. Alors après, ça s'est trouvé que pour ma part, j'ai été impliqué dans les événements de mai 1968 en tant que lycéen. J'étais un jeune lycéen et donc j'ai participé à ces mobilisations. Il m'a paru normal ensuite de m'engager quand je suis arrivé à l'université où il y avait un bouillonnement. Heureusement, le plus chaud de la vague était passé, donc je n'ai pas fait de bêtises.
Et donc je me suis comme ça impliqué. Et puis, comme je venais du Maghreb, disons que j'avais la tête moins enfermée que d'autres. Je savais que le monde est grand et vaste, qu'il est fait de gens qui peuvent avoir des religions très différentes, des cultures très différentes, et donc je gardais continuellement les yeux ouverts sur le monde. Et puis il se trouve que dans ma famille aussi on parlait du monde. Et que comme je suis né à Tanger, Tanger est un port international. Donc mes parents, mon père étant des fondateurs de la station de radio-télécommunication, donc sans cesse il y avait des rapports avec les marins de tous les pays, enfin bref. Donc ma sensibilité, ma manière d'être a été immédiatement très tournée vers l'international. Et je vous recommande d'en faire autant. Dans votre génération, c'est même une condition de départ pour comprendre les événements politiques. Rares sont les événements politiques qui peuvent se dissocier du contexte global dans lequel ils interviennent. Et peut-être maintenant, davantage que jamais. Par exemple, la Covid est bien sûr un problème de crise sanitaire, c'est un virus, mais le point de départ de l'existence du virus est social et économique. C'est parce qu'il y a un modèle économique dominant, le capitalisme, qu'il déforeste et que la déforestation donne lieu à l'exil des animaux sauvages vers les villes, transmettent les microbes aux animaux domestiques qui les transmettent aux hommes. Et pour que l'affaire aux êtres humains, et pour que la chaîne se fasse, eh bien, ça passe par les grands élevages collectifs massifs. Aucun d'entre eux n'a été annulé. Et même sur le territoire hexagonal, alors qu'il avait été identifié le fait que les élevages massifs de visons étaient une des occasions de propagation de variants du virus, l'interdiction, il a été impossible d'obtenir l'interdiction immédiate de ces élevages qui, en plus, sont d'une barbarité. Ah, d'une barbarité. Excusez, hein, c'est le décalage horaire. D'une brutalité que vous connaissez tous, je suppose, même si vous n'en avez jamais vu de près. Dès lors, c'est la mondialisation, la globalisation de l'économie qui a fait la propagation du virus au monde entier. Des situations comme celle-ci ne se connaissaient pas dans le passé. Les grandes épidémies ont toujours eu lieu, mais elles mettaient de longues périodes à se propager. Là, ça s'est fait en quelques mois. Le virus a été repéré en Chine, à Wuhan, au mois de décembre. Il était apparu au mois de novembre de l'année 2019. Dès janvier 2020, il était au moins en Italie et ensuite sur le territoire de l'Hexagone. Ça, c'est les conditions générales de votre existence sont déterminées par cette globalisation. J'ajoute que dans cette globalisation, on s'est aperçu que les chaînes d'approvisionnement formaient une sorte d'interdépendance extrêmement longue et que ce dont on se réjouissait quelque temps auparavant devient une calamité. Si pour avoir un morceau de bœuf ou un morceau de cochon ou un poulet, il faut aller chercher du maïs à un endroit du monde pour l'emmener à l'autre, pour qu'ensuite on charge les animaux, etc., dès que la chaîne se coupe, ben, il n'y a plus. Et c'est ce dont vous êtes rendu témoin aujourd'hui. Et vous allez le voir progressivement atteindre tous les compartiments de l'activité humaine. Je pourrais vous en donner des exemples, vous en avez sans doute à l'esprit. Mais quelques-uns ont essayé d'aller plus vite. Par exemple, en Allemagne, en pleine épidémie, ils ont essayé de trouver le moyen de récolter les asperges. Il n'y avait personne pour le faire en Allemagne. Si bien qu'ils ont été chercher des travailleurs en Roumanie, ce qui a totalement désorganisé le confinement roumain. On a amené ces Roumains pour prendre les asperges, et une fois qu'ils étaient là, les asperges cueillies, il fallait pouvoir les mettre dans des camions. Il n'y avait personne pour transporter, vu que les camionneurs étaient malades. Et quand on en a trouvé, on a amené les asperges à l'usine, mais là, il n'y avait pas de bocaux, parce que les camionneurs qui amenaient les bocaux étaient malades. Et une fois que quand même on est arrivé à faire des bocaux, impossible de les transporter, toujours pour les mêmes raisons, les camionneurs. Donc vous voyez que ce qui paraissait simple, manger des asperges, relève d'un système économique organisé à échelle globale qui fait que vous dépendez du maillon le plus faible. Que ça vous serve, permettez-moi de vous le dire, de leçon dans la vie d'une manière générale. La solidité d'une chaîne est toujours celle de son maillon le plus faible. Quand on va faire comme ce soir, tirer la fusée Ariane, il y a un moment que je trouve particulièrement émouvant. C'est le moment où la fusée sort de l'endroit où on l'a mis et on l'amène sur le pas de tir. Cette fusée contient 2 satellites qui valent des milliards.
Cette fusée va être actionnée par des centaines de techniciens. Des milliers d'observateurs sont là dans le monde. Et tout ça dépend d'un type, parce que c'est un homme. Ça pourrait être une femme, parce que c'était une femme qui me conduisait au moment où j'allais voir ça. C'est celui qui conduit le camion, qui tracte la fusée de son point de départ à son point d'arrivée. Et c'est cette personne, dans ce métier particulier, qui consiste à camionner une fusée à 4 km à l'heure, qui fait la solidité de toute cette affaire. Voilà pour les deux premières réponses. D'où ça vient? D'un intérêt personnel, d'une motivation, d'un appétit du monde qui continue jusqu'à maintenant. Et encore, à cette heure, je continue par me sentir concerné par tout le monde, par tout ce que je peux lire. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui comprennent de quoi je suis en train de parler, parce que vous êtes peut-être fait, vous aussi, de ce bois-là. Tout vous intéresse. Vous ne savez pas pourquoi, et vous savez bien souvent que c'est ridicule, parce que peut-être que vous n'arriverez pas vraiment à comprendre, parce que le journal qui en parle, on ne comprend pas ce qu'il raconte, mais c'est plus fort que soi. On a besoin de savoir, on a besoin de chercher. N'y renoncez jamais. Vous m'avez demandé si le mouvement de 2017, Faïda, était positif ou pas pour la Guyane. Sans aucun doute, il a été extraordinairement positif, pour deux raisons. La première, c'est que ce fut un acte de citoyenneté. Les gens se sont occupés de leurs propres affaires. C'est un ressort fondamental dans les sociétés démocratiques et dans ceux qui veulent construire des sociétés démocratiques. La démocratie, ça ne peut pas être les chefs décident et les autres applaudissent, ou bien les chefs proposent et les autres sont d'accord ou pas d'accord. C'est un processus qui doit être beaucoup plus étendu, beaucoup plus collectif. La Guyane se trouvait dans une situation d'impasse, de blocage, où les différentes composantes de la Guyane, ceux qui produisent, ceux qui décident, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, n'arrivaient plus à trouver de solutions dans le dialogue par catégorie. Alors, il s'est produit un mouvement d'ensemble. On ne sait jamais comment un mouvement d'ensemble commence. C'est une règle constante de la politique. Il n'y a pas un rapport de cause à effet immédiat entre le démarrage d'une insurrection générale et sa conduite. On appelle ça un événement fortuit. C'est toujours un événement fortuit qui va être le déclencheur. Et ce déclencheur va faire apparaître des processus amples dont la veille encore on ne croyait pas qu'il serait possible. Ce processus ample, chez vous, il a pris une forme particulière que j'ai appelée depuis l'Hexagone la révolution citoyenne. C'est-à-dire que des tas de gens n'acceptent plus la règle du jeu telle qu'elle est, ils en veulent une autre, et ils veulent contrôler ce qui se passe, leur propre action, mais aussi ce qui va se passer à la suite de leurs décisions. Dès lors, la Guyane y a gagné parce que les gens qui ont participé au mouvement, à ceux qui l'ont observé, même pour le critiquer, se sont rendus plus citoyens, plus conscients, plus connaisseurs des sujets, parce que pour avoir un avis sur ce qui se passait, sur les revendications, il fallait bien avoir un avis, donc il fallait bien se renseigner. Donc déjà les citoyennes et les citoyens guyanais sont ressortis plus conscients de l'événement. Ensuite, parce que le pouvoir public n'a pas pu biaiser avec les demandes. Il n'a pas pu se défiler. Il a été obligé de traiter ces demandes. Et il a donné à ceux qui ont organisé cette lutte un accord, et un accord a été conclu pour construire des lycées, pour construire ceci, pour améliorer cela, etc., etc. Maintenant, le rôle des Guyanais sera sans doute de vérifier que cet accord soit tenu, et ensuite qu'il puisse être appliqué dans des délais raisonnables. Tout à l'heure, on m'a interrogé sur la nécessité de disposer de davantage de lycées en Guyane. Ça va m'amener à une petite parenthèse tout à l'heure, mais je veux dire que les lycées en question, ils sont prévus dans l'accord. Il ne faudrait pas que les conditions dans lesquelles on met en œuvre la construction d'un lycée fassent que ça prenne tellement de temps qu'au moment où il est construit, il y en a déjà besoin d'un autre. Et que ceux qui auraient dû en bénéficier n'en bénéficient pas en ayant des conditions d'éducation plus simples. Rappelez-moi dans un instant de vous reparler de la scolarisation. Je reste sur la question. Voilà les deux raisons pour lesquelles le mouvement a été positif. Il y en a une troisième, mais elle est plus étroitement politique. C'est que la Guyane a montré un exemple. Tout le monde se mettant d'accord pour un compromis général, un texte qui résumait les demandes de tout le monde. Vous ne le savez pas, mais le même modèle
sur la base de l'exemple guyanais, s'est appliqué à Mayotte. Mayotte aussi a fait un texte général de toutes ses composantes pour présenter des demandes au gouvernement de la République. Et donc on a pu chiffrer, dire de combien on avait besoin pour payer aussi bien le plan Guyane, c'est un peu plus d'1 milliard, ce qui n'est pas grand-chose, et le plan Mayotte, où le retard est considérable, c'est un petit peu plus. Vous ne devez pas regarder votre situation seulement en termes de retard de développement. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de dire en quoi consiste réellement le développement. Si ça veut dire une bonne qualité de soins, avec un hôpital, avec des centres de soins, avec du personnel en quantité suffisante. Si ça veut dire des enseignants en quantité suffisante pour que tout le monde soit instruit, alors oui, on sait en quoi consiste le développement et le sous-développement. Mais si le développement, c'est la possibilité pour tout le monde de mener la même vie absurde, les surconsommations abusives et tout ce qui va avec la société de l'accumulation, alors ce n'est pas du développement. Vous avez donc une réflexion à avoir sur ce que vous voulez développer, ce qui vous paraît important de faire d'abord, et d'interroger ce que vous avez sous les yeux. Si votre fortune ou vos moyens personnels vous permettent d'acheter facilement, parce que vous en avez les moyens, n'importe quoi, vous pouvez vous dire content. Mais si vous y réfléchissez à 2 fois, vous verrez que ce n'est pas si satisfaisant que ça d'acheter n'importe quoi dans n'importe quelle condition. D'acheter des produits qui sont plus sucrés quand ils arrivent dans les DOM et les TOM qu'ils ne le sont sur le territoire de l'Hexagone. Et qui donc déclenchent des épidémies de diabète lorsque vous avez une fragilité personnelle plus particulière génétique au diabète. Ou qui vont déclencher des épidémies d'obésité pour ceux qui consomment ou trop sucré. Ou bien des épidémies de difficultés cardiaques pour ceux qui mangent trop salé. Or, la plupart des nourritures sont ou trop sucrées ou trop salées, de manière à déclencher en vous des addictions, des habitudes de consommation dont vous ne puissiez plus vous passer après. Vous avez donc une réflexion à avoir sur tout ce qui se produit. Dans ma génération, ça n'existait pas. Personne ne se posait de questions. On était trop contents. Il y avait tout le temps quelque chose de nouveau pour nous amuser. Des consommations, après il y a eu le transistor qu'on trimballait avec soi pour écouter de la musique, le pick-up, enfin bref, des choses, des objets qui pour vous sont à peu près l'équivalent des haches de pierre, mais qui nous réjouissaient beaucoup. Mais on ne s'interrogeait pas sur tout ça, on ne réfléchissait pas. On ne se disait pas, mais est-ce que la nature va être capable de renouveler tout ce que nous lui avons pris? Or, vous êtes confronté à ça. Vous serez obligé de réfléchir à ça. Vous y êtes déjà. Alors, quand vous traitez du développement, demandez-vous le développement de quoi? La croissance de quoi? Qu'est-ce qui est important de faire? Sur le territoire de la Guyane, par rapport aux 3 questions qui ont été posées, vous avez 2 choses urgentes. La première, c'est de redevenir souverain alimentairement, c'est-à-dire d'être capable de produire ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. Sinon, 20% seulement de ce que vous consommez est produit en Guyane. C'est absurde. Votre territoire permet de développer. Évidemment, si vous voulez qu'il y ait des produits bio et des produits guyanais, il faut qu'il y ait des gens qui aillent cultiver. S'ils n'iront pas cultiver, si c'est pour mener une vie de chien, dans la misère, avec peu de moyens et être mal récompensé du travail. Par conséquent, il faut payer honnêtement les paysans. Et pour payer honnêtement les paysans, il faut que les ouvriers soient eux-mêmes honnêtement payés pour pouvoir dépenser. Vous voyez une nouvelle fois comment tout se tient. Le salaire, c'est une question écologique parce qu'à la fin, ça va déboucher sur des produits écologiques. Donc, voilà pour la question du développement. La deuxième, j'ai parlé de l'alimentation, c'est l'éducation. La seule richesse dont vous êtes certain qu'elle augmente à mesure que vous l'entretenez, c'est le savoir. Plus on sait, plus vous serez puissant à faire la suite. En Guyane, il y a 15 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est un scandale et une honte absolue pour tout le pays. Tout enfant doit pouvoir savoir lire et écrire. Aucune vie d'adulte conscient, raisonnable, n'est vraiment pleinement épanouie si on ne sait pas lire et écrire. C'est une très grande difficulté. Et pas seulement lire et écrire, mais qu'on ait déjà un peu lu et qu'on ait déjà un peu écrit. Bref, plus vous lirez, plus vous écrirez, plus vous serez savant, plus vous serez savant, plus vous serez créatif. Ici, n'attendez pas de l'espace je ne sais quelle retombée de richesse. Elle a lieu. Ce qui est important, c'est comment vous autres Guyanais qui habitez sur le 3e port spatial de l'humanité. Il y a 3 ports spatiaux de l'humanité. Un des 3 est ici. Non, pardon, il y a les 3 premiers, le 3e est français.
Eh bien, il y a aujourd'hui des milliers de choses que vous avez en main, votre téléphone. Je vois que vous en avez pas mal, là, des téléphones. Mais combien d'autres objets? Combien d'autres objets qui dépendent de l'espace et de la connexion satellitaire? Eh bien ça, il n'y a pas besoin d'habiter dans l'Hexagone pour être capable d'inventer des applications. Il n'y a pas besoin d'habiter dans l'Hexagone pour être capable d'en déduire des métiers, des trouvailles. C'est à votre portée à tous. Et depuis ici. Ça, c'est un des bénéfices qu'on peut attendre de l'espace. Et pour ça, il n'y a besoin que d'éducation. Car c'est l'éducation qui, en élevant le niveau de connaissance, élève le niveau d'imagination. La Guyane, elle est spécialement imaginative. Vous ne le savez même pas, je parie. Eh bien, regardez un jour un Tembe, juste par curiosité, et demandez-vous où ceux qui ont fait les premiers Tembe ont vu les figures qu'ils y dessinent. Et vous verrez alors que c'est un résultat de la seule puissance de l'imagination. Parce qu'aucune des figures qu'on voit sur un Tembe n'existe dans la nature. C'est donc, comme on dirait, la fulgurance de l'esprit poétique des Guyanais qui, les premiers, ont fait des Tembe, qui s'est imposée dans cette circonstance. C'est unique, c'est inouï, ça n'existe nulle part ailleurs comme ça. Bien sûr, partout, il y a de l'art. Mais un tel décalage ne s'est observé qu'en Guyane. Donc, vous n'avez pas d'excuse si vous vous l'auto-limitez en vous disant bah, « moi, je ne peux pas parce que c'est la Guyane ». Puis que je suis un Guyanais ou une Guyanaise, alors ma foi, bon, nous verrons bien ce qui se fait. J'ai déjà répondu à 4 questions, trop fort. Retard de développement, ça y est, je l'ai fait. Faire reculer la surcharge des lycées, je l'ai dit, l'engagement politique, la surcharge des lycées, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, ce n'est pas une situation normale d'études. L'argent existe. Bon, vous connaissez mon engagement politique. Ne m'en veuillez pas si j'y ramène les réponses que je fais. C'est normal, ça me sert de repère, de guide, pour savoir comment j'analyse les problèmes. Ce n'est pas que je sois un fanatique, c'est que ça me sert de grille d'analyse. Pour pouvoir étudier une situation, il ne faut pas se contenter de l'observer. Il faut l'observer, mais il faut aussi savoir à quoi on rapporte ce qu'on voit. Si vous voulez compter, vous pouvez compter parce que vous ramenez vos comptes à quelque chose que vous avez appris, c'est-à-dire à l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. De même, les faits sociaux, il y a un art de les connaître, une science, la sociologie. Et puis ensuite, il y a une manière de les traiter pour leur donner un débouché politique, ce que vous étudiez en sciences politiques. Et c'est de ça dont je vous parle, pour vous parler de ce qui, à mes yeux, est le dénominateur commun. La Guyane a vécu pendant un temps dans un statut colonial. Vous étiez à peine 30 000 en 1940. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça signifie, habiter un territoire aussi vaste à seulement 30 000? Il est évident que ça limitait toutes sortes de possibilités. Dorénavant, on dit que vous êtes 400 000. La vérité est que sans doute vous êtes davantage. Nous n'avons pas à nous en effrayer. Nous avons à nous demander comment nous traitons les problèmes que nous rencontrons. Pas à coup de trick ou avec des explications simplistes, mais avec des réponses concrètes. S'il y a ici un problème, il y a un problème d'éducation. Rien ne doit nous faire peur si nous sommes capables d'éduquer tous les enfants présents sur le territoire de la Guyane. Et c'est de cette manière aussi que nous devons comprendre que nous avons affaire à un système qui n'est pas que le système colonial, comme je l'ai entendu dire. Bien sûr qu'il y a des aspects qui sont des reliquats de la situation coloniale, des fortunes accumulées, des comportements, bien sûr. Mais fondamentalement, nous avons quelque chose qui est en commun, qui est un système économique. Et ce système économique porte un nom, c'est le capitalisme. Et sa logique est faite sur l'accumulation. L'accumulation de quoi? De la richesse produite par les travailleurs qui est appropriée de manière gratuite par le capital. Ne vous y trompez pas. J'ai entendu ce matin des gens m'expliquer que tout tenait à la situation coloniale. Je réponds non, tout tient à la relation économique particulière qui s'établit dans le cadre du capitalisme. Ce que je suis en train d'en dire, bien sûr, contient une opinion, un avis, une manière de voir que peut-être vous ne partagerez pas le moment venu. Mais comprenez que ce que j'essaye de démontrer, c'est que les faits les plus éparpillés ne peuvent être mis en relation entre eux qu'à partir d'une analyse que l'on porte sur eux. La mienne est une analyse politique. Voilà pourquoi je pense que la priorité à l'éducation n'est pas une question de moyens.
La France est un pays extraordinairement riche, mais sa population ne l'est pas. Jamais les riches de notre pays ne se sont autant enrichis, y compris que dans le malheur actuel. 25 personnes dans le monde possèdent autant que la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité a moins que 25 personnes dans le monde. Cette invraisemblable inégalité déchire nos sociétés, dévore nos relations, détruit tout ce que nous entreprenons. Bon, je vous le livre comme mon point de vue, et c'est une analyse politique, mais je ne vais pas vous infantiliser et vous faire croire que le monde serait la proie de méchants et de gentils. Il est la proie de formes d'organisation sociale et de réponses politiques qui sont nécessaires. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Ça va? Allez, on continue.